Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier. Ah oui, on peut le dire. Ce n'est pas un article, pas vraiment un essai, c'est une lettre ouverte, mais qui a tout d'un règlement de compte. Hmm. Le titre, déjà, annonce la couleur. Mon cadeau à un certain Armand Noutak, 2. C'est signé l'un certain Mamadou Mota. Et c'est une réponse cinglante, c'est le moins qu'on puisse dire. On est vraiment face à une confrontation écrite, l'auteur défend son honneur, mais il le fait en attaquant son détracteur avec une violence presque littéraire dans l'agressivité. Oui, Donc notre objectif, ça va être de décortiquer un peu la mécanique de ce texte, la rhétorique, les arguments, les accusations, pour comprendre ce conflit, du moins tel que Mota veut nous le présenter. c'est un document fascinant, parce qu'il ne s'embarrasse d'aucune subtilité, hein. Non, Ce n'est pas un débat d'idées abstraites. C'est une attaque ad hominem, donc qui vise la personne, et elle est totalement assumée. Et je dois dire, elle est redoutablement bien construite. et tout part d'où selon lui? Tout part d'une accusation. Selon Mota, son adversaire, Armand Notak, aurait remis en cause son mérite et son utilité. Donc toute la lettre, c'est une contre-offensive, point par point, pour non seulement réfuter ça, mais surtout pour le retourner à l'envoyeur. Avec une force décuplée. Ah oui, c'est un cas d'école de démolition rhétorique en fait. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Ce qui me frappe d'abord, c'est la façon dont il pose le décor. Ce n'est pas une dispute, c'est un duel. C'est ça. Et il choisit les armes dès le début. Il se présente, lui, Mamadou Mota. Comment il se définit? Alors, il se positionne tout de suite sur le terrain du concret, du sérieux. Il se présente comme ingénieur agronome et doctorant en géographie. Les mots sont importants, là. Ah oui, très. Ingénieur, agronome, géographie. On est dans la science, la terre, le réel, quoi. Il dit qu'il est capable de cartographier le réel, de comprendre les enjeux vitaux comme les sols, le climat. En gros, il nous dit: moi, je suis un bâtisseur. Voilà, c'est ça. Je travaille sur le monde matériel, celui qui nous nourrit. C'est une posture d'expert ancrée dans le tangible. Une manière de s'approprier le monopole du sérieux. Et en face, le portrait qu'il dresse d'Armand Noutak est tout l'inverse. Le mot qu'il choisit est particulièrement cruel. Absolument. Il ne le qualifie pas d'historien, ce qui serait respectable. Non, il l'appelle répétiteur d'histoire. Répétiteur. Le mot est chargé de mépris, hein. Ça sous-entend une absence totale de pensée originale. C'est quelqu'un qui récite une leçon sans la comprendre, sans la créer, C'est une démotion intellectuelle immédiate. totalement. Il le dépeint comme quelqu'un de figé dans le passé, incapable d'innover. Il dit même qu'il s'est arrêté au chapitre des courbettes et qu'il n'a pas la compétence de penser l'histoire du futur. Donc on a l'homme du futur, le scientifique bâtisseur, contre l'homme du passé, le perroquet servile. La scène est posée, voilà. Mais il ne s'arrête pas là, à cette légitimité intellectuelle. Il passe tout de suite à l'attaque sur un terrain encore plus personnel, la carrière. Et là, le texte bascule dans une violence inouïe. Oui, et là, la charge se fait plus précise. Il balance ce chiffre. 15 ans de stagnation professionnelle sans l'ombre d'une promotion. C'est péremptoire. Et bien sûr, il faut le rappeler, c'est sa version des faits. Son angle d'attaque, on n'a aucun moyen de vérifier. Mais comme outil rhétorique, c'est dévastateur. Et il ne le laisse pas comme un simple fait, il le transforme en une fresque de l'échec. Oui, la comparaison avec l'Empire romain elle est assassine. Il lui dit en gros, en 15 ans, les Romains ont conquis des provinces. Et vous, vous n'avez même pas eu une promotion. C'est une humiliation suprême. Il utilise sa propre discipline, l'histoire, pour le rabaisser. Exactement, il retourne son savoir contre lui. Et les métaphores qui suivent, elles enfoncent le clou. La carrière de Noutak devient un naufrage au port. L'image est terrible. Ah oui, un naufrage en mer, bon, c'est une tragédie. Mais un naufrage au port, c'est l'échec avant même d'avoir commencé. C'est la puissance. L'inertie. Voilà. Son CV, dit-il, est un monument à l'inertie. Chaque mot est une pierre qu'il jette sur la crédibilité de son adversaire. Mais quel est le but de cette attaque sur la carrière savant? On pourrait se dire que ça n'a plus rien à voir avec le débat d'idées de départ. Hmm. Quel est le lien logique qu'il essaie de tisser? Le lien, il est d'ordre moral. La thèse de Mota, en fait, c'est comment quelqu'un qui a, selon lui, autant échoué dans sa propre vie professionnelle
peut se permettre de juger de la valeur ou de l'utilité des autres. Il le disqualifie en tant que juge. C'est exactement ça. Son argument, c'est votre parole n'a aucune valeur parce que votre parcours est un échec. Il lie l'échec professionnel à une faillite morale, et même intellectuelle. C'est discutable sur le fond, bien sûr, mais dans une attaque frontale comme ça, c'est d'une efficacité redoutable. Oui, je vois. La stratégie, c'est de détruire la crédibilité de la source avant même de discuter du message. Bon, après avoir démoli l'intellectuel et le professionnel, on pourrait penser que c'est fini, mais non. Ah non. L'attaque se déplace encore, cette fois vers le caractère, la dignité même de la personne. Il le dépeint en parasite social, en personnage futile. C'est la troisième vague de l'assaut, et c'est peut-être la plus cruelle. On quitte la sphère publique pour entrer dans des détails qui se veulent humiliants. C'est ça. Il l'accuse d'avoir, je cite, troqué sa dignité de pédagogue contre un strapotin de stade. L'image est parlante, hein. Le professeur, figure d'autorité intellectuelle, réduit à un simple spectateur sur un siège précaire. Et il va même plus loin. Oui, il mentionne des détails très personnels, comme le fait de dormir sur un canapé ou d'utiliser ce qu'il appelle l'aplaventrisme. Un mot terrible qu'il a inventé pour obtenir des accréditations pour des matchs de foot, la CAN, la Coupe du Monde. Encore une fois, on ne peut rien vérifier, mais le but est clair, le dépeindre comme un homme sans honneur. Et tout ça culmine dans une opposition fondamentale. Mota met en balance le rôle attendu de Noutak, celui d'un enseignant qui doit élever les esprits, avec ce qu'il ferait en réalité applaudir des ballons. Voilà. Et pour lui, c'est la preuve ultime de sa vacuité. Le message est: cet homme a renoncé à sa mission intellectuelle pour la futilité du spectacle, il n'a plus aucune substance. C'est fascinant parce que, en faisant ça, Mota se positionne lui comme l'homme de la substance, du travail de fond. Moins visible peut-être, mais essentiel. Oui. Il construit ce tableau où Noutak est un courtisan de troisième zone, un figurant de l'agitation sociale, qui cherche la lumière des projecteurs parce qu'il n'a pas, selon Moutak, la lumière de l'esprit. C'est une opposition classique entre le fond et la forme, l'être et le paraître. Exactement. Moutak dit, en substance, pendant que je suis sur le terrain à régler des problèmes concrets, lui, il est dans les tribunes à faire des selfies. C'est une caricature, bien sûr, mais une caricature conçue pour être efficace. Voilà. Et à ce stade du texte, le portrait de Noutak est complet. Intellectuel raté, professionnel stagnant et homme futile. La démolition est totale. Alors, une fois ce travail de sape terminé, comment il conclut? Comment est-ce qu'il referme le piège sur son adversaire? Eh bien, il termine par une sorte de bilan, le plaidoyer final. C'est là qu'il justifie sa propre utilité, en contraste total avec l'inutilité présumée de son adversaire. Comment il s'y prend? Il commence par une pirouette intellectuelle. Il souligne ce qu'il appelle l'ironie suprême, un professeur d'histoire qui méprise la géographie et l'agronomie. C'est une manière de dire: vous ne comprenez même pas les forces qui façonnent la matière que vous enseignez. C'est exactement ça. L'histoire est le fruit de la géographie, des ressources, de l'agriculture. C'est une ultime claque intellectuelle. Et il enchaîne avec cette phrase qui sonne comme un verdict: l'histoire ne retient que les bâtisseurs et les résistants. Le sous-entendu est clair. Ah, il est limpide. Je suis dans cette catégorie et vous, vous n'êtes qu'un greffier de la haine. Un personnage secondaire malveillant que le temps va effacer. C'est là qu'il dresse le bilan final presque. Presque comptable. Oui, de leur production. D'un côté, il y a lui, Mamadou Mota. Il produit du savoir et de la résilience. Il aide des communautés face à la faim, au climat. C'est concret, utile, tourné vers l'avenir. Et de l'autre? De l'autre, la production qu'il attribue à Noutak, du fiel et des selfies de stade. L'opposition est manichéenne. Totalement, sans aucune nuance. Mais le but, c'est de répondre à l'accusation de départ. Qui est le serviteur inutile, demande-t-il. Et sa réponse est: regardez nos œuvres, la réponse est évidente. Le verdict de l'opinion, selon lui, est il, demande-t-il. Et sa réponse est: regardez nos œuvres, la réponse est évidente. Le verdict de l'opinion, selon lui, est déjà tombé. Il ne fait que le mettre par écrit.
Et la phrase finale, c'est le coup de grâce. Ah, la phrase finale. Il invite Noutak à retourner à ses manuels pour y trouver le chapitre sur la pudeur, en précisant avec une cruauté calculée que ce chapitre se trouve juste après celui sur l'imposture. C'est d'une violence. C'est un trait d'esprit pour achever l'adversaire. Et puis la signature, très fraternellement. Le sommet de l'ironie. C'est un geste qui feint la politesse pour mieux souligner la supériorité qu'il s'attribue. Chaque mot de cette lettre, du début à la fin, est une pièce dans une machine de guerre rhétorique. C'est une construction implacable, c'est vrai. Mais au-delà de ce conflit personnel, de ce duel à mort par écrit, qu'est-ce que ce texte nous dit de plus large? Je pense que si on la dépouille de sa charge personnelle, cette lettre pose une question très actuelle, sur ce que notre société considère comme une contribution valable. Mhm. Mota met en scène un conflit entre deux visions du monde. D'un côté, l'expert technique, l'ingénieur, dont le travail a un impact mesurable, quantifiable. Des tonnes de récoltes en plus, une meilleure résistance à la sécheresse? Voilà, le culte du résultat concret. C'est le choc entre celui qui fait et celui qui dit. Précisément. Et de l'autre côté, il y a la figure du commentateur, de l'intellectuel, de l'historien, dont la contribution est plus diffuse, moins tangible. Son rôle est d'analyser, de critiquer, de mettre en perspective, de participer au débat public. Et Mota, dans sa lettre, rejette complètement cette seconde vision. Il la qualifie de stérile, de vaine agitation. Il y a une sorte de mépris pour l'intellectuel pur au profit du technicien utile. Et c'est une tension qu'on retrouve dans beaucoup de débats aujourd'hui, non? Mais en ne présentant que sa version, aussi brillante soit-elle, Mota ne laisse aucune place à la défense. On est obligé de prendre de la distance. C'est le point crucial. Nous n'avons qu'un seul son de cloche. Cette lettre, c'est qu'une plaidoirie, pas un procès équitable. Par des réalisations concrètes, ou est-ce que la capacité à animer le débat, à critiquer, à rappeler le passé, a aussi une valeur, même si elle ne se traduit pas en chiffres? Ce texte nous force à nous interroger sur nos propres critères de jugement. Oui. Et il nous laisse avec une dernière question, presque vertigineuse. Face à une attaque aussi personnelle, aussi bien écrite et aussi totale, comment peut-on même commencer à se défendre? Quelle forme pourrait prendre une réponse?